Merci d'être avec nous dans le cadre de cette grande édition du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le fichier électoral n'est plus un mystère en République démocratique du Congo. La Commission électorale nationale indépendante a procédé ce mardi au lancement des journées portes ouvertes pour mettre à la disposition de toutes les parties prenantes les différentes données collectées lors de l'enrôlement pour que personne ne puisse se plaindre. L'opération a débuté par les professionnels des médias. C'est un reportage de Fifi Kalumbwe et Florent Okita. C'est une première depuis que le processus électoral existe en République démocratique du Congo. La centrale électorale s'est décidée de ne rien cacher. Ces journées portes ouvertes connaîtront les moments d'échange et des visites guidées des activités d'adjudication qui se déroulent au Centre national de traitement. Pour cette première journée, les professionnels des médias ont été conviés à s'enquérir de toutes les données et entrer au fichier électoral. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue à la centrale électorale à l'occasion du lancement des journées portes ouvertes organisées à l'intention du parti prenant au processus électoral de manière générale et particulièrement pour les femmes et les hommes de médias. Votre présence dans cette salle dénote à suffisance de l'intérêt que vous attachez à ce processus électoral que nous voulons transparent, inclusif et respectant le principe de redevabilité. Dans cet exercice, la CENI qui vous remercie sincèrement du rôle que vous jouez par la couverture et la publication de ces activités espère encore compter sur votre professionnalisme et patriotisme pour continuer à informer notre peuple sur les avancées du processus électoral. Le vice-président de la CENI a retracé le contexte dans lequel se sont déroulées les activités d'identification et d'enrôlement des électeurs. La CENI aujourd'hui est à date avec toutes les opérations. Cela veut dire que le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité, ces activités qui vont se passer en cascade pendant plusieurs jours devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou aux candidats, la CENI a ouvert ses portes et veut que aujourd'hui que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Rappelons qu'au cours de ces journées portes ouvertes, toutes les parties prenantes seront mises au parfum des différentes données que détiennent la CENI, y compris la question liée au doublon au niveau national. Il s'est de signaler que seul le dernier enrôlement sera retenu pour les électeurs qui se sont enrôlés plusieurs fois. En 4 mois seulement, la centrale électorale a pu enrôler plus de 46 millions de Congolais, soit 84% d'électeurs sur l'ensemble du territoire national, à l'exception de 2 territoires dans la province du Nord Kivu, pour des raisons sécuritaires. Je vous propose de suivre à cet effet le vice-président de la CENI, Didi Manara, au micro de Florent Okita. Dans toutes les fois précédentes, on a enrôlé pendant plus ou moins 12 mois. Il y en a qui ont même pris 12, même 16 mois d'ailleurs. Mais l'équipe Kadima l'a fait en 4 mois. En 4 mois, nous venons d'enrôler plus de 45-46 millions d'électeurs. Et même les chiffres lui-même, c'est un record. Donc, à ce sujet, la CENI est à féliciter. Pendant 4 mois, vous enrôlez plus de 45-46 millions d'électeurs, c'est un record. Mais qu'est-ce qui va se passer pour les territoires qui étaient sous occupation? Je crois que vous avez compris que nous parlons ici de Rutshuru, de Masisi et à une très faible proportion de Nyiragongo. Cette question d'enrôlement dans ces espaces-là ne sera pas résolue par uniquement la CENI. C'est une question transversale qui touche aussi bien la
critères, parce que, comme vous le savez, la CENI n'a pas pu déployer ni son personnel, ni son matériel dans ces zones. Mais nous avons déjà, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous avons déjà commencé à parler, à échanger avec les ressortissants de ces zones-là, des Rutshuru, des Massissi, de la Bongo, c'est-à-dire en général, avec les élus même du Nord Kivu. Nous avons parlé plusieurs fois avec les élus du Nord Kivu, des Rutshuru, des Massissi, et nous pensons vraiment qu'il y aura une solution concertée qui sera trouvée. Justice à présent, affaire Boukan Alonso, le procureur général près la Cour de cassation a émis un avis par lequel il a demandé à la Cour de cassation de se déclarer incompétente à juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Igor Sombo pour les détails. Selon Maître Laurent Onyemba, l'un des avocats d'Augustin Matata Ponyo, qui a relevé l'info sur son compte Twitter, la Cour de cassation s'est déclarée incompétente à juger l'ancien Premier ministre, le sénateur Matata Ponyo, dans cette affaire concernant le détournement présumé de fonds liés au projet Boukan Alonso. À l'en croire, la Cour constitutionnelle avait déclaré son incompétence avant que le dossier ne soit transféré à la Cour de cassation. Rappelons que dans son adresse, à l'occasion des festivités des nativités, le sénateur Augustin Matata Ponyo avait sollicité à nouveau l'implication du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en sa qualité de magistrat suprême pour mettre fin à ce qu'il qualifie d'injustice à son égard dans le cadre de ces dossiers. Il convient de rappeler que la Cour constitutionnelle s'est prononcée en interprétation de l'article 164 de la Constitution dans le cadre de ces procès qui met en cause l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Saisie par la Cour de cassation, elle a rendu un arrêt se déclarant compétente de juger un ancien Premier ministre. Pour Matata Ponyo, les deux hautes juridictions du pays sont instrumentalisées pour des fins politiques. Face à cette citation, le sénateur Augustin Matata Ponyo estime qu'il est victime d'un acharnement politique pour avoir déclaré sa candidature comme président de la République en 2023 et son refus d'adhérer à l'Union sacrée pour la nation, coalition de Félix Tshisekedi. Au finish, la Cour de cassation se déclare incompétente à juger Matata Ponyo. En politique, à quelques jours de la sortie officielle de la plateforme Union Sacrée prévue pour ce samedi 29 avril, les réactions se multiplient à l'opposition pour critiquer cette grande messe. Je vous propose de suivre un cadre de l'ATD dont Dieu Moliné. Je ne comprends pas si vous dites sortie officielle de l'Union Sacrée. Je sais, ce sont des faits privés que le chef de l'État est en train d'engager toutes les institutions de la République. Vous voyez, cette rencontre-là, cette sortie officielle-là, on va voir toutes les autorités de la République, entre autres le Premier ministre, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale. C'est inadmissible. Cela ne peut pas se passer comme ça. C'est comme le cas de... C'est la même chose avec les FCC. Ce sont des faits privés. Qui est dirigé, l'FCC est dirigé par l'autorité morale, Joseph Kabila Kabange. C'est un fait privé. Donc tu ne peux pas mélanger votre fait privé là avec toutes les institutions de la République. C'est un peu catastrophique. On ne peut pas imaginer dans notre pays. Cela ne peut pas avoir trait parce que cela n'est pas dans la constitution de notre pays. C'est pas dire une plateforme ou quoi au nom de quelqu'un. C'est chapeauté par l'autorité morale, comme je peux le dire, le président de la République, Félix Tshisekedi. Donc c'est un fait privé. On ne peut pas mélanger toutes les institutions de la République à des faits privés. On va prendre cette information. Le gouverneur du Haut-Katanga a été reçu en audience ce lundi par le chef de l'État. Jacques Yaboula a fait part à Félix Tshisekedi des questions liées à la sécurité alimentaire. On l'écoute. Nous avons expliqué au président de la République ce qui se passe. C'est vrai que le Haut-Katanga, depuis un certain moment, s'est engagé dans un programme de production locale sur les 3 ans, 4 ans déjà de la culture. Nous sommes déjà à 59 000 hectares déjà subventionnés par le gouvernement provincial, mais c'est amplement insuffisant pour arriver à couvrir le besoin réel, surtout que d'autres provinces viennent s'approvisionner au niveau de la province du Haut-Katanga.
Et donc la consommation de toute la population a atteint un niveau assez considérable. Et pour ça, il faut appuyer une production locale. C'est que le chef de l'État a accepté effectivement aussi de donner l'instruction pour que la province et le gouvernement central s'impliquent pour arriver à assurer une production locale. Mais dans l'entretemps, comme il y a un problème de pénurie et que nous devons recourir à l'extérieur, aux pays voisins, et donc il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que nous puissions arriver à décanter la situation en attendant que notre production que nous avons subventionnée notre récolte soit déjà effective. Direction la ville de Kolosi pour parler du feu violent qui s'est déclaré hier lundi à l'école Mwanga dans la province du Lualaba. Pas de cas de décès, ont affirmé les sources officielles. Je vous propose de suivre le ministre provincial de l'Intérieur qui a déclaré et souligné qu'il y a encore de l'espoir pour ces lycées. Suivez. Nous déplorons aussi le fait que du moins 50% du bâtiment a été endommagé et l'État pourra peut-être assister les sœurs ou l'Église catholique à reconstruire ce que nous avons perdu. Néanmoins, il y a lieu d'espérer que l'année scolaire n'est pas finie pour le lycée Mwanga. Il y a toujours moyen parce qu'il y a quelques locaux qui peuvent encore être utilisés en attendant la reconstruction de la partie endommagée. Je vais demander au ministre de la Santé de vous donner le bilan après le tour qu'il venait de faire avec son collègue de l'éducation. Et nous avons un bilan qui ne déplore, je le répète, pas un seul cas de décès en ce moment, même pas de brûlure. Malheur qui a frappé les élèves du lycée Mwanga dans la ville de Kolosi. Maître Malou habilité au face a adressé un message de compassion que je vais lire in extenso. Extrêmement et profondément attristé, dévasté de voir nos enfants qui sont allés étudier se démener seuls pour avoir la vie sauve. Trouver des issues face à un feu impitoyable. Difficile pour moi de trouver des mots justes pour exprimer le sentiment qui m'habite en ce moment. Pour l'instant, toutes nos compassions aux parents d'élèves traumatisés et blessés. Que la grâce du Très-Haut Dieu Tout-Puissant soit avec vous. L'heure est à l'union de prière. Le message est signé Maître Maloua Billy et Cléophas. Direction la ville de Chikapa où les inondations ont occasionné des pertes en vies humaines et plusieurs dégâts matériels. Joint au téléphone, le coordonnateur provincial de la société civile du Kasaï, Alain Kanchama, a affirmé que les débordements de la rivière Kasaï a même inondé la centrale hydroélectrique de Luboudi. Il est au téléphone de Paulin Alexandre Kamania. La ville de Chikapa vit depuis plus d'une semaine dans les noirs. Les deux rivières, la rivière Kasaï et Chikapa, ont débordé. Il y a des inondations qui causent déjà des pertes en vies humaines. Les différentes maisons s'écroulent, mais également la centrale hydroélectrique de Lungoudi a été inondée suite au débordement des eaux de ces deux rivières. C'est ce qui fait que la société qui dessert la ville en électricité n'est pas à mesure de servir la ville parce que ces installations ont été inondées des eaux de la rivière Kasaï qui ne permettent pas aux ingénieurs et aux techniciens de permettre à rétablir le courant sur l'ensemble de la ville de Chikapa. Ça fait presque une semaine, les techniciens sont en train de se battre. Nous croyons que par rapport aux informations qui sont en notre possession, ça ne pourra pas être plus facile ou le courant ne pourra pas être rétabli dans une semaine parce qu'il faut évacuer les eaux qui ont inondé la centrale hydroélectrique de Lungoudi et par la suite opérer les nettoyages des matériels, mais également entretenir les locaux de la centrale et par la suite servir la ville de Chikapa en électricité. Mais hormis ces problèmes d'électricité, il y a aussi un autre problème, c'est que les deux rivières qui ont débordé causent des dégâts matériels
énorme sur le long des rivières. Pour le moment, nous avons besoin d'un appui humanitaire pour que certaines personnes qui se retrouvent être logées dans les écoles puissent trouver des endroits où ils peuvent passer des nuits et permettre à ces écoles occupées actuellement que les élèves puissent les fréquenter sans difficulté. En société, nous allons parler du sabotage qui a eu lieu aujourd'hui au Soussiat de Niaka, au quartier Biela, dans la commune de Kimbanseke. La police de proximité s'est affrontée avec les bandits communément appelés Kuluna. Les dégâts étaient énormes, renseigne Fifi Kalumbwe. Kimbanseke en ébullition ce mardi, des tirs à balles réelles ont crépité en pleine journée. Les nouvelles unités de la police de proximité commis à la sécurité de l'avenue Niaka au quartier Biela dans la commune de Kimbanseke ont été surpris désagréablement par l'ancienne unité communément appelée Ujana qui, selon la population de ce coin, est auteur de plusieurs méfaits dans cette partie de la capitale. Wana policier na yoka songo parce que na ba kuluna ojo massage ba police proximité ita si comme ça se fait nango si kula Kimbanseke mais quand songa policier na ye ba 5 chiffres tala belé abeti déjà ba mettre volontaire massage réel so mon important. Associé aux civiques dit Kuluna, l'unité de la police appelée Ujana a saccagé les Soussiat Niaka au quartier Biela. Sur place, l'événement laissait à désirer. Certains documents emportés, d'autres éparpillés, le meuble cassé, bref, les Soussiat ne représentent plus rien. Ces bureaux de la police et environ étaient vraiment comparables à un coin d'affrontement entre ennemis des pays différents. Ces tirs à balles réelles qui ont crépité n'étaient pas sans conséquences. En croire la population de ce coin, l'unité de la police dit Ujana, depuis son avènement dans cette partie de la capitale, n'a fait que faire souffrir la population à travers des arrestations arbitraires, vols, viols et autres. Goalball, ce concept vous paraît peut-être nouveau, mais c'est une discipline sportive pratiquée essentiellement par les aveugles. Cette discipline existe depuis 2016 en RDC, soit 7 ans. Seulement les pratiquants de la dite discipline éprouvent des sérieuses difficultés d'ordre financier. Je vous propose de suivre le coach de cette équipe, le professeur Roger Lobia, au micro de Fifi Kalumbwe. Goalball, ce nom tape à l'oreille certes, qu'en est-il alors? Le goalball, c'est une discipline que pratiquent essentiellement les aveugles, c'est-à-dire les personnes non-voyantes. Le goalball, c'est maintenant plus de 7 ans qu'elle existe, cette discipline en RDC, et particulièrement à Kinshasa. C'est-à-dire, ils ont un ballon dans lequel il y a une sonnerie. Quand le ballon roule, ça fait du bruit. À partir de ce bruit, les aveugles qui ne voient pas attendent le son du ballon et ils peuvent savoir que le ballon va vers tel côté. Quelles sont alors les règles du jeu? Une équipe est composée de 3 joueurs. Le match se joue pendant 12 minutes, puis une mi-temps et deux mi-temps, ça fait 24 minutes, plus il y a une pause de 5 minutes. L'équipe, il y a 2 équipes. Il y a une équipe composée essentiellement des filles aveugles, des jeunes filles aveugles. Il y a également une équipe qui est composée essentiellement des jeunes garçons aveugles, des jeunes garçons aveugles, oui. Cette discipline sportive pratiquée par des personnes non-voyantes organise-t-elle déjà des championnats? L'année écoulée, nous venions de faire le premier championnat national à Kolwezi, où j'ai amené l'équipe de goalball de Kinshasa. Nous sommes sortis vice-champions du Congo. Nous avons ramené la médaille d'argent. Comme toute discipline sportive, le goalball regorge également des difficultés telles que les souligne le professeur Roger Lobia. L'équipe n'a pas de soutien, c'est-à-dire l'équipe n'a pas un président. Je me bats seul, vous voyez, moi je suis entraîneur, je suis professeur à l'Institut national pour aveugles. Nous n'avons qu'une seule vareuse, c'est-à-dire un seul jet de vareuse, ça ne suffit pas. Nous
faisons les entraînements avec ces jets de Varese. Nous livrons les championnats avec ces jets de Varese. Nous faisons tout avec ces jets de Varese. Nous n'avons pas de protège tibia, nous n'avons pas de sacs. Et puis, aux entraînements, vous voyez les personnes vivant avec handicap, les non-voyantes, sont un peu difficiles. Ils viennent aux entraînements, il faut les faire rentrer. Il faut prévoir au moins 20 000 francs par séance d'entraînement, et les filles et les garçons. Au-delà des difficultés, que retenir alors des perspectives? Pour le mois de juin, nous préparons les tournois locaux. Et pour le mois d'août, c'est le championnat national. Et en fait, pour le mois de septembre de cette année, nous avons un championnat paralympique au niveau de Ghana. Le professeur Roger Lobia de l'Institut national des aveugles et entraîneur numéro 1 de goalball a conclu son intervention par une invitation aux parents de non-voyants d'inscrire les enfants à cette discipline pour les rendre encore plus utiles dans la société. Signalons par ailleurs que cette pratique s'exerce dans un terrain où le bruit n'est pas permis pour permettre aux joueurs d'être attentifs au ballon des sonnettes. Ainsi s'achève cette grande édition du journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur la FM Télévision.